Bienvenue, aujourd'hui on explore un ouvrage fascinant, un peu pionnier du développement personnel, The Miracle of Right Thought, le miracle de la pensée juste, d'Horizon Sweat Marden. Ça date du début du XXe siècle, c'est un pilier du mouvement de la nouvelle pensée. Oui, tout à fait, un courant très influent à l'époque. Et notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de creuser l'idée centrale de Marden. Nos pensées, notre attitude mentale, eh bien, ce ne sont pas juste des choses qui flottent dans nos têtes. Ce sont de véritables forces créatrices. Des forces qui façonnent notre vie, quoi. Le succès, la santé, le bonheur. Exactement, tout ça. Il affirme que ça découle directement de notre état d'esprit. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est son approche très pratique. C'est pas juste de la théorie, il voulait donner des outils pour que chacun puisse maîtriser sa vie par la pensée. Il parle même d'un nouveau gospel d'optimisme. C'est ça. Et c'est assez étonnant de voir comment ces idées, qui ont plus d'un siècle, résonnent encore aujourd'hui, non? Carrément. Alors, on va explorer un peu les grands thèmes de ce livre. On commence par quoi? Peut-être par le fondement même de sa pensée? Bah oui, commençons par là. L'idée que la pensée elle-même est une force créatrice, c'est vraiment le socle. D'accord. Alors, Marden affirme que nos pensées, nos humeurs, nos émotions, ce sont les outils avec lesquels on sculpte notre existence. C'est quand même une affirmation forte pour l'époque. Extrêmement forte. Il utilise une analogie que je trouve très parlante, celle de l'architecte. Ah oui, Oui. Il dit qu'une maison, un projet, une réussite, tout ça, ça existe d'abord dans l'esprit. Comme un plan, une vision détaillée. avant de devenir réel, concret. Voilà. Donc nos pensées dominantes seraient les plans directeurs de ce qu'on va construire dans notre vie. Et ce ne sont pas juste des plans passifs, si je comprends bien. Il insiste beaucoup sur le pouvoir de l'attente. Bah oui, l'attente. C'est crucial chez lui. L'idée que ce qu'on attend vraiment, profondément, avec conviction, eh bien on a tendance à l'attirer ou même à le créer. D'où son concept de vivre dans l'idéal. Précisément, il ne s'agit pas de nier la réalité, attention, mais plutôt de maintenir fermement dans son esprit l'image de ce qu'on désire devenir ou obtenir. Comme si on se projetait déjà. Exactement. Si on veut la santé, la réussite, il faut cultiver cette image mentale, la rendre vivante, détaillée, éliminer les imperfections dans cet idéal mental. Il voit ça comme un moulage mental de notre futur. Il faut prendre le temps de rêver, de visualiser, donc. Absolument. Il dit que c'est essentiel. Et il va même plus loin, il parle de la divinité du désir. La divinité du désir, c'est-à-dire. Pour lui, nos aspirations profondes, nos désirs légitimes, ce ne sont pas de simples souhaits en l'air. Ce sont des indicateurs d'un potentiel réel, une force créatrice en soi. Comme un signal. Oui, comme un signal. Il utilise une métaphore. Nos pensées seraient comme des racines mentales qui vont puiser dans un océan cosmique d'énergie pour attirer ce qui leur correspond. Un peu comme l'instinct qui pousse l'oiseau migrateur vers le sud. L'instinct n'existerait pas s'il n'y avait pas de sud où aller. Voilà. Donc nos désirs profonds indiqueraient une réalité possible, atteignable. C'est une vision très dynamique de notre monde intérieur. D'accord. Donc si la pensée, c'est le plan, l'attitude mentale, ce serait quoi, Kéché? Le maître d'œuvre? C'est un autre point clé chez Marden, j'ai l'impression. Tout à fait, c'est absolument central. Pour lui, l'habitude la plus importante, la plus précieuse qu'on puisse cultiver, c'est de maintenir une attitude mentale résolument optimiste, pleine d'espoir. S'attendre au meilleur, en somme. Oui, le visualiser, le ressentir déjà un peu. Il voit ça comme un véritable aimant qui attire les circonstances favorables. Et à l'inverse, il met en garde contre l'auto-sabotage mental, on pourrait dire. Exactement. Travailler dur pour un objectif, mais en même temps, au fond de soi, s'attendre à l'échec. Ça arrive souvent, ça. Oui, et Marden dit que ça neutralise complètement nos efforts. La prospérité, quelle qu'elle soit, elle commence d'abord dans l'esprit. Il faut y croire. Il oppose vraiment l'attitude positive, qu'il voit comme constructive, magnétique même, Oui, capable d'inspirer, de diriger. à l'attitude négative qui, elle, mènerait aux erreurs, à l'hésitation et finalement à l'échec. C'est ça. Ce n'est pas juste une question de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Pour lui, c'est une force active qui construit ou détruit. Les personnes à l'attitude positive ont une force naturelle pour diriger, pour accomplir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit que cette attitude, elle n'est pas juste pour nous, elle rayonne à l'extérieur. Ah oui, absolument. Elle influence comment les autres nous perçoivent, notre aura si on veut, et donc notre réputation, nos opportunités. Il faut penser et agir en conquérant, c'est une de ses phrases. Oui,
Et ça passe par une affirmation très forte de sa propre valeur. Marden est un grand opposant à l'autodépréciation, au fait de se voir petit. Il nous encourage à réclamer notre héritage royal. C'est une image, bien sûr. Oui, une image pour dire qu'on est fondamentalement fait pour l'abondance, pour le bien, pour le beau, pas pour se contenter de miettes. Il rejette l'idée, très présente à son époque dans certaines théologies, que l'être humain serait déchu, fondamentalement mauvais ou limité. Il faut affirmer sa propre valeur, sa divinité même, dit-il parfois, se tenir droit. C'est ça, une sorte de fierté existentielle. Ce qui nous amène assez logiquement à d'autres outils qu'il propose, la foi et l'autosuggestion. Oui, parlons de la foi. Comment il la définit? Ce n'est pas juste religieux, j'imagine. Non, pas seulement au sens strict. Pour Marden, la foi, c'est le lien connecteur entre nous, notre conscience individuelle, et une puissance plus grande. Il l'appelle Dieu ou le pouvoir infini, l'intelligence universelle. C'est surtout croire en la possibilité de réaliser ce qu'on vise. C'est la conviction profonde qui agit comme un levier. Exactement. Il dit que la foi démultiplie nos capacités, notre habileté. Perdre confiance, douter, c'est comme couper le courant. Il cite la Bible. Selon ta foi, il te sera fait. Oui, c'est une idée centrale pour lui. Cette confiance profonde en soi, en la vie, en cette connexion au grand intérieur, c'est le capital le plus précieux. Ça peut faire des miracles, dit-il, même quand on n'a rien d'autre. La mesure de notre foi, c'est un peu la mesure de ce qu'on peut accomplir. D'accord. Et l'autosuggestion, alors ça devient l'outil pratique pour construire cette foi, pour se reprogrammer en quelque sorte? Précisément. Marden est très concret là-dessus. Il recommande d'utiliser l'autosuggestion de manière active, pour s'encourager, pour affirmer les qualités qu'on veut développer. Par exemple? Si on est timide, si on manque de confiance, il faut s'affirmer mentalement, et même à voix haute, parfois comme étant fort, capable, assuré. Tenir la pensée de supériorité pour devenir supérieur, c'est une de ces formules un peu choc. C'est presque de l'auto-coaching avant l'heure. Carrément. Il suggère même de se parler fermement, de se tirer les oreilles mentalement quand on sent la paresse, le doute, l'indifférence s'installer. Une approche très active donc, pour gérer son état intérieur. Très active, oui. Et il insiste aussi sur l'importance de contrer les suggestions négatives qu'on a pu recevoir. Des parents, des profs. Les fameuses étiquettes. Tu es nul en maths, tu es maladroit. Voilà. Il dit qu'il ne faut surtout pas laisser ces idées s'installer. Il faut les remplacer activement par nos propres affirmations positives. C'est une discipline mentale. Et elle est cruciale parce que, comme il le souligne, les pensées et émotions négatives sont de vrais obstacles. Il a des mots très durs pour ça. Il parle du crime du cafard, avoir le blues, se laisser aller au découragement. Pour lui, c'est plus que désagréable. C'est activement nuisible, pour soi, mais aussi pour l'entourage. Et ça sabote nos chances de succès. Il voit ces états négatifs, la peur, la haine, la jalousie, l'anxiété chronique, le doute, comme des ennemis mentaux. Oui, ou même des squatteurs mentaux, comme les préjugés, la bigoterie. Et pire encore, il les compare à des poisons. Des poisons. Carrément. Oui, des poisons qui non seulement nous empêchent d'avancer, mais qui affectent aussi notre santé physique. Et là, on touche à un autre thème majeur chez lui, le lien très fort entre l'esprit et le corps. Ah oui, ce lien est omniprésent dans son livre. Absolument. Il affirme que la colère, la haine, l'anxiété, la peur, quand elles deviennent chroniques, elles génèrent littéralement des toxines dans notre corps. Des toxines chimiques? C'est ce qu'il suggère. Il dit que ça affecte la digestion, la qualité du suc gastrique même, le cœur, les reins, le système nerveux, et que ça accélère le vieillissement. C'est fou. Ça fait écho à ce qu'on découvre aujourd'hui sur le stress, la psychoneuroimmunologie. Tout à fait. Pour Marden, la maladie n'est pas une fatalité. C'est une forme de... De discorde. Une absence d'harmonie mentale qui se manifeste physiquement. Et la santé, à l'inverse? C'est l'état naturel qui découle de l'harmonie intérieure, de la paix de l'esprit, de la sérénité, de la bonne volonté. Il croit d'ailleurs très fort au pouvoir de l'esprit pour guérir. Il parle de l'effet placebo, des guérisons par la foi. Oui, pour lui, ce sont des preuves que l'esprit est le véritable agent de guérison. Que toutes les cures sont, au fond, des autocures, qui passent par ce qu'il appelle le grand intérieur. L'esprit est le seul créateur et guérisseur. Donc, pour être en bonne santé, et même pour vivre longtemps, il parle aussi de longévité, la clé serait de maintenir cette harmonie mentale, de chasser activement les pensées négatives. C'est vraiment l'idée centrale.
Et il donne des techniques très concrètes pour ça. Ah oui. Lesquels? Alors, premièrement, il faut nier le pouvoir de la pensée négative. Refuser de la nourrir, de l'entretenir, comprendre qu'elle n'a de réalité que celle qu'on lui accorde. Ne pas lui donner d'emprise. Voilà. Deuxièmement, et c'est essentiel, la remplacer activement par son opposé positif. Il parle de la puissance expulsive d'une émotion contraire. On n'éteint pas l'obscurité, on allume la lumière. C'est exactement ça. Il faut consciemment cultiver des pensées de joie, d'amour, d'harmonie, de succès, de santé, et il suggère aussi des choses simples, hein. Sortir, prendre l'air, changer d'environnement physique, respirer profondément. Et même des petits trucs comportementaux, j'ai lu ça. Oui, se forcer à sourire, même si on n'en a pas envie au début, chanter des airs joyeux. Parce que le corps aussi influence l'esprit, ça marche dans les deux sens. C'est une véritable hygiène mentale qu'il propose en fait. Tout à fait. Et sa règle d'or, jamais, jamais s'endormir sur une pensée négative, une inquiétude, une rancœur. Il faut la chasser avant. Se concentrer sur le beau, le vrai, l'harmonie. Et cette idée de cultiver la jeunesse d'esprit pour retarder le vieillissement physique, c'est audacieux pour l'époque. Très audacieux, il nous invite à rejeter la conviction que vieillir, c'est forcément décliner après un certain âge. Il dit « Pensez jeunesse, vivez dans l'idéal de la jeunesse, maintenez l'enthousiasme, la curiosité. » Éviter la routine, l'ossification mentale. Exactement. Garder l'esprit actif, intéressé, plein d'espoir. S'entourer de jeunes aussi. C'est l'idée de notre état d'esprit façonne en partie notre biologie. Tout ça, ça semble venir d'une source. Il appelle ça le grand intérieur, the great within. C'est quoi exactement? C'est sa façon de désigner notre potentiel le plus profond. Notre connexion à une source d'énergie, d'intelligence, de puissance qui est bien plus vaste que notre petit moi conscient, notre ego. Il pense qu'on a des capacités latentes énormes en nous. Oui, des pouvoirs cachés qui se révèlent parfois dans des situations extrêmes, les urgences, l'amour maternel ou même sous hypnose. Et il dit que cette force vient de cet intérieur. C'est notre lien avec le pouvoir créateur, la source de tout. Donc, la clé du succès, de la guérison, du bonheur, ce serait de prendre conscience de cette connexion, de cette unité. C'est le cœur de son message. Il parle d'attunement, être un avec cette source divine. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher dehors. C'est notre état naturel, notre droit de naissance. Il faut juste le reconnaître et l'activer. Comment? Par la pensée juste, par la foi, par l'attente confiante. Il dit qu'il y a une intelligence universelle à notre disposition, prête à créer ce que notre esprit conçoit. Le beau, le bon. Mais attention, elle peut aussi créer le laid si nos pensées sont négatives et destructrices. D'accord. Et il pense que ces principes s'appliquent aussi à des domaines très concrets comme l'éducation des enfants. Ah oui, énormément. C'est un chapitre très important pour lui. Il insiste sur l'impact absolument crucial de l'atmosphère mentale créée par les parents, les éducateurs. L'ambiance à la maison, quoi. Exactement. Un climat d'amour, de confiance, d'attente positive. Il appelle ça un élixir pour la croissance de l'enfant. L'amour maternel, surtout, est vu comme une force incroyablement puissante. Et à l'inverse, les critiques constantes, les suggestions d'infériorité, tu es bête, tu es maladroit, tu n'y arriveras jamais. Pour lui, ce sont des poisons. Ça peut littéralement programmer un enfant pour l'échec, miner sa confiance en lui avant même qu'elle n'ait pu éclore. Il dénonce aussi l'utilisation de la peur pour gouverner les enfants. Il trouve ça néfaste et trompeur. Quelle est l'alternative alors? L'encouragement. La louange sincère quand elle est méritée. Nourrir la confiance en soi de l'enfant, lui faire sentir qu'il a une valeur unique, une mission à accomplir. Marden utilise l'image du soleil et du vent. Le soleil, le positif, l'encouragement, est bien plus efficace pour faire ôter son manteau à quelqu'un que le vent glacial, la critique, la force. C'est une belle image. Et il va même jusqu'à parler de science de la construction du cerveau. Oui, c'est assez bluffant. Il cite le psychologue William James. L'idée que par la pensée, par l'affirmation répétée, on peut littéralement modifier notre cerveau, renforcer des facultés jugées faibles, le courage, la décision, la concentration. Ça préfigure complètement ce qu'on sait aujourd'hui de la neuroplasticité, hein. Tout à fait. C'est frappant de voir comment Marden, avec une approche qui est bien sûr plus empirique, plus métaphorique, touche à des intuitions très profondes sur la capacité de notre esprit à influencer notre biologie, notre comportement, notre destinée, y compris par le développement de nouvelles habitudes mentales, qui correspondent en fait à de nouveaux circuits neuronaux. C'est fascinant. Si on devait résumer le message essentiel de Marden en quelques mots, ce serait quoi? Ouf,
Je dirais que c'est un message radical d'optimisme, mais aussi de responsabilité. La clé de notre vie, notre succès, notre santé, notre bonheur, elle n'est pas principalement dans les circonstances extérieures. Elle est où alors? Elle est à l'intérieur, dans la qualité de nos pensées, dans notre attitude mentale. Nous avons en nous le pouvoir de sculpter notre réalité. Il faut juste maîtriser ce monde intérieur. La puissance est déjà là, en nous, attendant d'être reconnue et surtout utilisée. C'est une perspective très Responsabilisante. épuisante, oui. Et ça ouvre une question pour terminer, peut-être. Une piste de réflexion. Oui, tout à fait. Si Marr donne raison, même partiellement, sur ce pouvoir créateur de la pensée individuelle pour transformer une vie, qu'est-ce que ça pourrait donner si un grand nombre de personnes, une masse critique, orientait consciemment ses pensées collectivement? Collectivement. C'est-à-dire? Vidéo partagée. Le bien-être commun, l'harmonie, le progrès pour la société. Quelle force cela pourrait représenter face aux défis mondiaux complexes auxquels on est confronté aujourd'hui? Est-ce qu'une pensée collective orientée pourrait avoir un impact réel? Hmm, une question qui donne à réfléchir, effectivement. Voilà qui conclut notre exploration des idées d'Horizon Sweat Mardon dans Le miracle de la pensée juste. Merci de nous avoir rejoints pour cette discussion.